Vivacité, ma radio complicité. Vivacité. La vie du bon côté sur Vivacité. C'est une nouvelle semaine qui recommence. Je suis heureuse d'être avec vous, bien entendu, en ce lundi 25 février, dernier lundi du mois de février. Nous allons parler de la famille à nouveau. La famille au cœur de notre débat cet après-midi. Famille, piège et ou trésor. C'est autour de cette question que l'on va réfléchir et vous demander de témoigner donc ce lundi. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous faisiez une chose plutôt qu'une autre? Une théorie nous apprend que 90% de nos croyances, de nos schémas de fonctionnement proviennent de notre histoire familiale. Savez-vous que parfois nous sommes intrigués dans une histoire qui n'est pas la nôtre ou que nous avons hérité de croyances limitantes de nos ancêtres? En d'autres mots, avez-vous déjà entendu parler du transgénérationnel, qui n'est pas la même chose que l'intergénérationnel? Le transgénérationnel, une forme de transmission familiale sur plusieurs générations, parfois lointaines, donc qui ne se connaissent pas, d'une tâche inachevée. Et on attribue parfois un désordre amoureux, un problème d'argent, des difficultés professionnelles, peut-être comme conséquence d'un mauvais schéma ou d'un manquement par rapport à ça. Betty de Smec, bonjour. Bonjour Sylvie. Vous êtes Betty, coach de vie, accompagnatrice en constellation familiale, en psychogénéalogie. Êtreessence.be, c'est votre site internet. Alors qu'est-ce que ça peut toucher comme domaine, le transgénérationnel, Betty? Le transgénérationnel peut toucher les domaines comme l'identité, s'être identifié à. Par exemple, je vais prendre dans une famille où la violence serait présente. Il y a des personnes qui pourraient dire on est violent dans la famille et donc qui se réattribuent ça au niveau de l'identité ou à la place d'un comportement. Oui. Ça peut toucher les croyances. Qu'est-ce que je crois à propos on va dire, des hommes, des femmes, du travail, etc. Oui. Ça peut toucher nos valeurs. Quel est le système de valeurs qu'il y a dans une famille? Ça peut bien sûr toucher nos comportements, puisque tous ces domaines, identité, capacité, valeurs, comportements, sont intriqués, dépendent l'un de l'autre. Et ça peut aussi toucher la manière dont moi je vais construire ma vie après. D'accord. Tout ça donc au sein de ce mot que beaucoup ne connaissent peut-être pas, le transgénérationnel. Vous parlez de croyances, on en parlera dans quelques instants, des croyances qui se véhiculent. L'exemple le plus frappant pour expliquer ce dont on parle aujourd'hui, c'est de retourner, vous le dites, en période de guerre, quand de nombreuses personnes ont dû se cacher pour leur survie. On peut alors intégrer des années plus tard des croyances du type pour vivre heureux, il faut vivre caché. Oui, si on fait partie d'une famille où malheureusement notre survie dépendait du fait qu'on soit caché, comme pour beaucoup de juifs, mais aussi beaucoup d'autres catégories de personnes, il se peut que 3 générations ou 4 générations après, on ait engrammé cette croyance à l'intérieur de soi qui nous dit oui, mais si tu veux vivre, tu as intérêt à te cacher, sinon on est face à la mort. Et ça, si je peux le remettre dans le contexte et dire, oui, pour mon arrière-grand-père ou pour mon grand-père ou ma grand-mère, arrière-grand-mère, ça avait un sens parce que dans le contexte où il vivait, s'il ne vivait pas caché, oui, peut-être qu'il aurait été mort. Sauf que moi, 4 générations après, ça devient une croyance limitante. D'accord. Je n'ai plus besoin d'être caché pour vivre. Oui. Et il y aura des choses à dire par rapport au sujet. 070 23 33 23, SMS 30 63 via la page Facebook de l'émission La vie du bon côté. La famille, un piège et ou un trésor, le transgénérationnel, c'est parti en ce lundi. Nous parlons de l'approche transgénérationnelle. Aujourd'hui, ce n'est pas un nouveau domaine, ni une nouvelle technique, c'est le constat d'un élargissement du champ de vision. C'est une définition que j'ai lue sur le net, Betty, et je trouve qu'elle est très belle. Ah oui, elle est très belle. Le constat d'un élargissement du champ de vision. Comprendre ce qui nous détermine, tout ce qui nous détermine, mieux nous connaître encore et encore plus dans les détails, en sachant que notre groupe familial est un être vivant et qu'il faut parfois aller remonter bien loin sur l'arbre généalogique pour comprendre certains secrets de famille ou certaines choses qui se sont véhiculées comme ça de génération en génération. Olivier nous dit sur la page Facebook, Olivier Rombaud, on peut penser au présent comme au passé, mais sans déplaire à nos anciens. Je préfère penser l'avenir par moi-même. Le choix des études doit rester une chose personnelle et le libre arbitre reste la meilleure chose. Éviter toute influence du passé. Oui, Olivier, mais parfois, c'est inconscient. Évidemment, on se dit consciemment qu'on va éviter l'influence du passé, mais le transgénérationnel, c'est quelque chose qui se transmet inconsciemment.
Oui, et dont on n'a pas, tant qu'on n'en prend pas conscience, on n'a pas d'impact là-dessus. On subit. On n'a pas de prise. Oui, on n'a pas de prise, merci. On subit le transgénérationnel. Oui. Donc, oui, on a notre libre arbitre, mais c'est intéressant de voir à quel point on est dans des loyautés familiales et à quel point on répète ou on répare des histoires de nos ancêtres qui, en fait, n'ont plus de sens, ou parfois on porte, par exemple, un enfant qui a perdu sa maman très tôt ou qui a une maman qui a, elle, perdu sa maman très tôt, parfois joue le rôle de la mère partie trop tôt. Oui. Elle a en support à sa maman comme s'il devait porter le deuil ou le... Et ça se fait de manière inconsciente, ça se fait par amour et de manière tout à fait inconsciente. Et quand on gratte un petit peu, et qu'on va voir un petit peu aussi si on s'intéresse au sujet, c'est même le prénom porté par un enfant. Les prénoms, les dates, les métiers. Oui. On a parfois, on est dans une loyauté par rapport au métier qui est parfois vraiment étouffante ou enfermante. Oui. Il y aura beaucoup de choses à dire et j'espère encore une fois que vous entrerez dans le vif du sujet, dans la conversation, grâce à vos témoignages. 3063 pour vos messages, 50 centimes par message. Jusqu'à 15h30 sur Vivacité, la vie du bon côté avec Sylvie Honoré. Et avec Betty de Smecht, qui est coach de vie, accompagnatrice en constellation familiale, la psychogénéalogie. Ce sont, je pense, des termes qui est-ce que ce sont des synonymes? La psychogénéalogie, non, le ce sont transgénérationnel. des outils différents. La psychogénéalogie, on travaille l'arbre et en constellation, on travaille dans l'espace. Donc, c'est deux outils qui travaillent sur le transgénérationnel, mais ce sont deux outils différents. D'accord. Comme on pourrait le travailler avec la kinésio, le FT, avec un tas d'autres outils. Donc, la matière, c'est le transgénérationnel, et puis il y a différents outils qui nous permettent de traiter ça. Mais là, vous m'apprenez quelque chose, parce que moi, j'ai tapé les deux mots sur Internet pour trouver des choses à ce sujet. Je tapais parfois psychogénéalogie, parfois transgénérationnel, sans vraiment faire la différence entre les deux. Oui, mais la psychogénie, c'est ça, c'est l'étude du transgénérationnel. Oui, d'accord. Alors c'est vrai que le transgénérationnel, aujourd'hui, on en parle un petit peu plus, de plus en plus. Tout à fait. Hein, je vais pas dire que c'est entré dans les mœurs, mais en tout cas, il y a une ouverture d'esprit par rapport à ça, qui était complètement fermée, peut-être il y a encore quelques années. C'est vrai que pendant longtemps aussi, on a cherché dans l'enfance l'origine de tous les mots. Enfin, encore maintenant, il y a des choses des explications qui se cherchent dans l'enfance, quand on dit tout se joue avant l'âge de 3 ans ou de 6 ans ou de 7 ans, parfois ça dépend des personnes, jusqu'à ce que la psychogénéalogie pointe son nez, nous prouve que notre arbre généalogique ne comptait pas pour des prunes. Voilà, il y avait des choses à nous apporter. Oui, et il y a aussi aujourd'hui, peut-être que c'est bien à citer, l'épigénétique, qui est une science qui est en train d'analyser ça. Avec le 11 septembre aux États-Unis, ils ont analysé les gènes des femmes qui étaient enceintes à ce moment-là, en tout cas un échantillon, pour regarder quel est le gène qui est aussi abîmé chez l'enfant qui naît, et voir si l'enfant a pris aussi le choc à ce moment-là. Et ils ont regardé comme ça maintenant, je vais dire tout un échantillon de personnes, où ils se rendent compte que un gène abîmé chez la mère est aussi abîmé chez l'enfant. Wow. C'est porteur, quoi. C'est quelque chose qui est prouvé scientifiquement, encore une fois. Qui commence à être analysé d'un point de vue scientifique et un point de vue, on va dire, ADN, gènes, etc. Ouais. Donc, encore une fois, c'est pas du superficiel, c'est pas du surnaturel, ce dont on vous parle aujourd'hui. Ce sont des choses dont il faut prendre en considération et essayer peut-être, avec des études qui sont faites, avec des outils peut-être qui sont ajoutés au fil des années, de comprendre un petit peu ce qu'on veut dire par le transgénérationnel. Anne, bonjour. Oui, bonjour. Eh ben, bienvenue, Anne. Je pense que vous avez bien compris le sujet. Oui, il m'intéresse vraiment énormément. Vous êtes médecin, Anne? Oui, je suis médecin spécialisée dans 2 disciplines. J'insiste aussi, si vous permettez, pour dire que j'ai une sœur jumelle, donc le cas est peut-être intéressant. Oui. Elle est pharmacienne et elle a aussi une spécialisation. J'étais vraiment terriblement intéressée par votre intervention, dans le sens où, normalement, ma sœur et moi, nous étions censés faire des études très brillantes, destin tout tracé, parce que nos études furent brillantes et que déjà on se destinait toutes les deux à une spécialisation.
Et contrairement, ma sœur, tout va bien, point de vue travail, elle a suivi plutôt, je crois, un chemin qui se réfère un peu au rapport avec la maman et à sa propre grand-mère. On pourrait en reparler. Moi, c'est par rapport au papa. Étonnamment, alors que normalement, comme je vous le disais, tout devait très bien se passer dans ma vie, vous savez, hôpital, spécialisation, etc., et rémunération, bien sûr, en l'occurrence, eh bien, ce fut tout le contraire. Je m'en suis toujours étonnée. Alors, pourquoi le contraire? C'est que j'ai eu des professions avec contrat à durée déterminée. J'ai aussi été licenciée quelquefois parce que, justement, je n'avais pas ou la compétence dans le domaine très spécifique qui était demandé. Le plus souvent, c'était pour des contrats de recherche, donc toujours très courts. Et là, actuellement, alors que j'ai 48 ans, donc ce n'est déjà pas rien, eh bien, à 48 ans, je suis encore à la recherche d'un emploi stable. Et mon employeur actuel, que bien sûr je ne citerai pas, je sens bien, fait tout ce qu'il peut pour essayer de me licencier. J'ai aussi subi du harcèlement moral. Alors, est-ce que j'ai une tête à ça, comment dire? Parce que je sais qu'il y a une typologie un peu spéciale pour les gens qui sont perfectionnistes, qui veulent travailler et bien faire. Or, il se fait que par mon papa et son propre papa, seul le labeur manuel, c'est-à-dire le travail de force, le travail où on est vraiment fatigué, mais physiquement, parce qu'on a travaillé avec les mains, avec les jambes, en soulevant des poids et des caisses, etc., tout le temps, à jouer. Et j'ai même dans le subconscient, voire dans le conscient, la très nette impression que mon papa m'a transmis: tu ne vaux rien, tout le temps que tu ne travailles pas de tes mains, donc étant fatigué physiquement, eh bien ça ne vaut rien. Et quelque part, c'est un peu comme si j'avais suivi cette espèce d'avis, cette espèce d'affirmation qui était qu'un médecin ne vaut rien, d'autant plus qu'il ne professe pas en hôpital avec une blouse blanche. Il ne comprend pas qu'on peut faire de la recherche tout en étant médecin. Donc je n'ai rien fait de ma vie, j'ai raté ma vie, et encore plus puisque je ne corresponds même pas à la typologie qu'il avait dit étant respectueuse, c'est-à-dire de travailler physiquement. Oui, je suis une intellectuelle. C'est donc tout le contraire de ce qu'il avait espéré. Oui, et je me permets de vous interrompre. Ce qui est intéressant, c'est que malgré que vous en avez conscience, parce que là, je vois que d'un point de vue intellectuel, vous avez bien analysé la situation, je vois que vous restez dedans. Donc, il y a quelque chose à rendre, à dire, OK, papa, c'était ton choix de le travail manuel et je comprends que toi, tu honores le travail manuel. Et en même temps, on peut aussi honorer le travail intellectuel. C'est comme s'il n'y avait pas une autorisation de réussir, mais je ne me donne pas cette autorisation par rapport à la loyauté du père ici, de ce que j'entends. Et vous en parlez bien en plus, Anne, dans ce premier exemple. Je crois que c'est vraiment un exemple très frappant et que là, vous avez déjà fait vous avez eu pas mal de réflexions à ce sujet-là, en votre fort intérieur, et vous avez 48 ans, comme vous le dites. Ben voilà, c'est pas fini. Le chemin se poursuit et j'espère encore une fois que ces réflexions vous ouvriront peut-être d'autres choses dans votre vie. Isabelle nous dit sur la page Facebook, elle a bien compris aussi le sujet. Je pense, Sylvie, que je fais partie de ces gens qui sont poursuivis par des croyances générationnelles. On n'a jamais aimé les filles, ma mère me l'a bien fait comprendre, ainsi que sa mère, sa grand-mère et les autres dans cette famille. Seuls les garçons valent quelque chose. C'est en tout cas quelque chose qu'on a toujours mis en avant. Du coup, dit Isabelle, après avoir réalisé cela, à l'adolescence, j'ai tendance à faire l'inverse. Donc pour moi, la valeur du masculin est très relative. C'est signé Isabelle. Et ça, c'est des influences de société aussi, qui sont reprises dans le système familial. Parce que avant, l'homme était mis sur un pied, on va dire, plus élevé que la femme. Et donc, c'est encore transmis dans la société. Malheureusement, aujourd'hui, il y a encore des personnes qui vont dire « moi, je préfère avoir un garçon ». Donc, en effet, après, c'est comment trouver ou retrouver son identité ou retrouver sa valeur en disant je suis une femme et je suis aussi quelqu'un de bien, ni mieux ni moins bien qu'un homme, différent. Le décor est planté aujourd'hui, en tout cas cet après-midi, dans cette émission consacrée au transgénérationnel, l'approche transgénérationnelle, la vie de nos ancêtres, leurs peurs, leurs croyances, leurs espoirs qui se manifestent au quotidien dans notre propre vie sans que nous en soyons réellement conscients. Est-ce que vous vous êtes déjà interrogé sur le sujet? Est-ce que vous avez déjà fait peut-être
peut-être des recherches par rapport à vos ancêtres et voir s'il y avait des similitudes ou non par rapport à vos chemins de vie personnels. 3063. Isabelle nous dit sur la page Facebook de l'émission, parfois nous vivons aussi notre vie avec une loyauté inconsciente à un de nos ancêtres. Quand nous nous sentons bloqués dans l'incompréhension, il est souvent utile d'aller rechercher dans le transgénérationnel. Il y a plusieurs moyens d'apprendre d'où l'on vient. Betty utilise une technique très efficace que je recommande souvent à mes clients quand en coaching, leur conscient ne peut trouver de solution. Elle parle des constellations, là ? Peut-être ? Oui. Ou la psychogénéalogie, les deux ? Des constellations familiales, parce que dans les constellations familiales, on n'utilise pas uniquement, je vais dire, le mental, donc uniquement la réflexion. Donc, comme on a vu ce médecin, d'un point de vue sens, elle comprend ce qui se passe. Par contre, elle n'arrive pas à sortir du schéma. Et donc, dans l'outil des constellations, je vais associer ça à un jeu de rôle, mais ce n'est pas réellement un jeu de rôle. On peut rendre à l'autre ce qui lui appartient. C'est ça, oui. Et se libérer, je vais dire, d'un point de vue mémoire émotionnelle, d'un point de vue mémoire énergétique, et donc de libérer l'inconscient. Oui, je comprends très bien. J'en ai fait une, moi. J'ai participé à, comme ça, une expérience dans les constellations familiales. C'est assez troublant. Ça, c'est sûr, c'est assez troublant. Il y a quelques années, très particulier. Oui, c'est très particulier. 070 23 33 23. SMS 3063 si vous voulez nous parler peut-être de ce transgénérationnel. C'est vraiment un terme qu'on vous impose aujourd'hui, mais ça mérite le détour. La vie du bon côté sur Vivacité. Avec Betty de Smecht aujourd'hui, coach de vie, accompagnatrice en constellation familiale et psychogénéalogie. Nous parlons de ces histoires familiales, l'approche transgénérationnelle, l'histoire familiale, notre histoire familiale qui est très riche. Les secrets de famille anciens sont-ils encore aujourd'hui agissants ? Vous dites oui, Betty, vous en êtes convaincue. Comment la transmission intervient-elle ? Lever un secret de famille peut-il vraiment rompre la fatalité ? Ça, je pose la question parce que je vois le témoignage d'Anne-Marie Palot sur la page Facebook. Elle dit, oh là là, toutes les familles, Sylvie, ont leur secret. Parfois, il vaut mieux ne pas savoir. Mais en constellation familiale, on ne lève pas le secret. On le regarde. Et on s'incline face à lui. On regarde, oui, dans ma famille, il y a eu un secret, mais aujourd'hui, j'ai le droit de m'en libérer. Oui, c'est ça. C'est tout à fait différent. Vous avez raison de le dire. Ouais. Parce que, en effet, tous les secrets ne sont pas bons à lever. À partir du moment où ils appartiennent au passé, encore une fois, c'est bien de dire, je comprends, enfin, je suis face à ce secret, mais ce secret ne m'appartient pas. Oui. Et le secret a eu une fonction positive à la génération où il a existé. Et parfois, il est enfermant quelques générations plus tard. Je m'explique. Si ma grand-mère a commis un adultère et qu'elle a un enfant avec un autre homme, elle va porter ce secret. Cet enfant va naître et va avoir le nom du père, sauf que dans l'inconscient familial, on va savoir que cet homme n'est pas réellement mon père. Oui. Et donc, je le sais dans l'inconscient, mais je ne sais pas le nommer. Oui. Par contre, au nom de l'amour, au nom du couple, au nom de... Voilà, cette femme a tenu le secret. Et 3 générations après, on ne peut que regarder ça. Parfois, on peut tomber sur le secret si on va dans une administration, si c'est un enfant qui a été reconnu juste après le mariage, etc. Et puis parfois, on ne sait pas. Mais on peut regarder, tiens, oui, en tout cas avec l'outil des constelles, il y a eu un secret et maintenant je le laisse auprès de la personne à qui ça appartient. J'arrête de le porter aussi avec elle. Oui. C'est très bien expliqué ce que vous venez de dire, Betty. Vincent, bonjour. Bonjour Sylvie. Vincent, bonjour merci Betty. De prendre 2 minutes de votre travail parce que vous êtes... c'est mon travail. Oui, je m'en doute. Vous avez fait, Vincent, une approche transgénérationnelle avec Betty. Tout à fait. J'ai eu l'occasion l'année passée de faire une approche transgénérationnelle avec Betty. Je vais dire franchement, c'est tout à fait surprenant. Parce que vous n'avez jamais suivi ce genre d'expérience, jamais. Jamais de la vie. Je suis parfaitement zéro. J'ai au départ émis quelques petits doutes, mais je dois dire franchement, j'ai été surpris de ce qu'elle a pu m'apporter. Bon, qui tient qu'à moi. Ça Betty le sait également, parce qu'en général, quand elle fait une transgénérationnelle, ça reste sur place. Donc c'est entre les yeux, mais j'étais moi-même allé surpris que quelque chose dirigeait mon corps pour dire, et aider quelqu'un d'autre. C'est ça, oui. Et
est-ce que depuis que vous avez fait cette expérience-là, vous voyez la vie de vos ancêtres autrement? Est-ce que vous portez un regard autre sur ce qui s'est passé? Tout à fait. Donc elle avait découvert quelque chose que j'ignorais. Oui. Oui, qu'on savait le pourquoi j'avais des choses, mais pas une date beaucoup plus précise. Parce qu'elle a pu apporter une date un peu plus précise, du moins l'âge un peu plus précis. Mais j'ai pu également jouer le jeu d'une autre personne. Oui, c'est assez troublant. Encore une fois, c'est vrai quand on fait on se retrouve dans ce genre je vais pas dire d'expérience, mais ça peut être une expérience. C'est quand même une expérience. C'est une drôle d'expérience. Oui, en tout cas pour la première fois. Moi aussi, j'émettais des doutes. J'ai un esprit ouvert, grand comme ça, mais j'émets parfois des doutes aussi sur certaines choses, comme peut-être Vincent. Et puis, c'est sûr quand on se laisse aller, quand on arrive à se laisser aller, qu'on rentre oui, il se passe des choses. Alors. Je rebondis sur ce que Vincent a dit par rapport à des personnes qui viennent vous voir pour la première fois, qui vivent ça pour la première fois, qui ont des doutes aussi, et qui après en ressortent complètement différents. Qu'est-ce que ça change en effet pour le quotidien? Est-ce qu'on n'a pas toujours tendance à aller voir ce qui se passe? J'espère que non, vous allez me dire que non, mais voir toujours ce qui s'est passé avant pour expliquer le présent. Ça dépend jusque où on a su se libérer du problème, évidemment. Parfois, une constellation suffit. Parfois, il faut plusieurs constellations. Mais moi, j'invite toujours, dans les demandes, de regarder vers l'aller vers. Pas vers quoi je veux m'éloigner. Je veux m'éloigner de cette situation. Donc ça, je l'entends bien. C'est bien le problème. Mais j'invite toujours de repartir avec vers quoi je veux aller dans ma vie. Pour bien se brancher sur le futur et ne pas rester collé au passé. Juliane Bertrand apparaît aussi sur la page Facebook. C'est quelqu'un que j'ai déjà reçu en émission. Lors d'une consultation en EFT, puisqu'elle fait ça, Juliane, sur des acouphènes, dit-elle, nous avons fait le lien entre les bruits de train qui sifflent avec le décès du grand-père mort en 1941. Cet aïeul, qui était occupé à déneiger les voies, n'avait pas entendu le train siffler. Pour le cerveau de ma patiente, dit Juliane, entendre siffler le train peut lui sauver la vie. Quand on n'entend pas le sifflement du train, on peut mourir. Ce qui pourrait expliquer donc les acouphènes. Beaucoup d'émotions ont refait surface, dit-elle. Toute la détresse de ce grand-père, qu'elle n'a pas connu, était encore très présente dans les cellules de cette personne, et l'EFT a permis d'enfin libérer tout ce passé douloureux qui ne lui appartenait pas. Oui, c'est ça qui est impressionnant, c'est de voir à quel point on porte des choses qui, en fait, on n'a même pas vécues, qui ne nous appartiennent absolument pas. Et qui se traduit ici dans le cas d'acouphènes, quoi. Oui, par un symptôme physique. Oui. C'est un symptôme physique et je comprends très bien ce que Juliane écrit. Donc, entendre un bruit dans l'oreille, c'est rassurant, quoi. C'est comme si, c'est pour cette patiente, c'était ça, quoi. Oui, parce que, en tout cas, on constate, parce qu'il n'y a pas encore d'études, je pense, suffisamment longues là-dessus. On constate qu'il faut 3 à 4 générations pour matérialiser une croyance dans la matière. Donc, si le grand-père, il s'est dit, entendre siffler, ça me sauve la vie, entendre siffler le train. Apparemment, ça lui a pas sauvé la vie, puisque je comprends qu'il est décédé en n'ayant pas entendu. Voilà. Donc, la croyance est passée par, sa femme ou quelqu'un d'autre à la génération qui suit. Il se peut que, pour une raison X, que je ne connais pas, on le matérialise réellement dans sa vie. Et donc, finalement, j'entends ce bruit de manière constante. Ça peut aller loin parfois, toutes ces réflexions-là. 070 23 33 23, SMS 30 63 pour vos témoignages à vous. On parle de transgénérationnel aujourd'hui, l'approche transgénérationnelle qui est le constat d'un élargissement du champ de vision. C'est une très belle définition que je rappelle, trouvée sur le net en tapant ce mot-là. Il y a pas mal de choses à dire. La vie de nos ancêtres, leurs peurs, leurs croyances, leurs espoirs qui se manifestent aujourd'hui, au quotidien, dans notre propre vie, sans que nous en soyons réellement conscients. Et c'est bien de réussir à identifier qui de nos aïeux parle à l'intérieur de nous. Ça aussi, j'ai trouvé ça sur le net, je trouve cette phrase très belle. Réussir à identifier ce qui de nos aïeux parle à l'intérieur de nous. Parce que on est conscient de ce que nos grands-parents, on va dire nos grands-parents nous ont apporté parce qu'on les connaît, on les a connus, et on se dit bah oui, je tiens plus de ma grand-mère parce que voilà, ma grand-mère récitait des poèmes en classe et j'ai suivi un peu le même chemin, voilà, dans la diction, dans le fait d'être face au public et d'aimer ça que l'autre grand-mère. Donc voilà, tout ça on en est conscient, mais quand on va en effet rechercher encore un petit peu plus loin, il y a des choses que vraiment que l'on se doit de savoir pour mieux se comprendre
joindre aujourd'hui. 070 23 33 23, SMS 30 63 si vous voulez apporter vous aussi votre témoignage. C'est Marc qui témoigne juste après ceci. De 14h à 15h30 sur Vivacité, la vie du bon côté avec Sylvie Honoré. Et Betty de Smecht aujourd'hui qui nous apprend un petit peu plus sur le sujet, le transgénérationnel. C'est une question de transmission, transgénérationnelle. Tout à fait. Transmission, voilà, familiale, inconsciente. Ce n'est pas un nouveau domaine, c'est pas une nouvelle technique et je pense que vous pouvez en apprendre beaucoup, vous aussi, pour vous-même, sur le sujet. 3063 pour vos messages. Je lis le message de Bernie. Elle nous dit, dans ce que vous dites, Sylvie, je retrouve mon frère. Ma mère a toujours été jalouse de la réussite de ses frères et sœurs. Mon frère est jaloux de ma vie, alors qu'il a bien mieux réussi que moi, lui. Il vit toujours avec sa femme, il vit toujours avec ses 3 enfants, alors que je suis divorcée. Il a une belle maison, moi je vis en maison sociale. Lui-même ne comprend pas, d'ailleurs, pourquoi il est jaloux. Et quand je lui demande, voilà, il ne comprend pas pourquoi. Est-ce que ce serait pas aussi la transmission ? Quand c'est justement des comportements qui nous dépassent, souvent ça vient du transgénérationnel, parce que je suis loyale à qui peut-être que le système demande, voilà, la jalousie, et c'est une manière d'être loyale à sa mère, alors dans ce cas-ci, ou peut-être encore une génération au-dessus, parce que si ça se passait déjà là, où est-ce que ça a commencé ? C'est ça qu'il faut se dire. Où est-ce que ça a commencé ? C'est ça, ce sont des questions à se poser par rapport à ça. Marc, bonjour. Bonjour. Vous avez pris conscience de la psychogénéalogie, dites-vous ? Oui, tout à fait. Depuis déjà quelques années, j'ai fait un peu de psychologie transgénérationnelle, kinésio, etc. Et malgré tout ça, j'arrive toujours pas à sortir d'un carcan qui me rapproche de la famille et de mon boulot en même temps, parce que je travaille en famille. Et malgré que j'essaie de sortir, j'ai déjà changé de travail. Je suis déjà parti dans une autre ville. Je suis même parti un peu à l'étranger. Et malgré tout, je reviens toujours dans le cocon familial qui est un peu sécuritaire peut-être. Et dans la famille, on a quelques-uns de ma génération qui vivent toujours aussi à l'étranger. On a tous voulu partir un petit peu de cette entreprise familiale, mais il y a quelque chose qui nous y réattache malgré tout. Et c'est difficile à vivre tous les jours parce qu'on fait son boulot par devoir et moins par plaisir, malheureusement. Donc voilà, je ne m'explique pas pourquoi, malgré toutes les séances, je n'ai pas réussi à régler un petit peu, justement, à casser ce maillon qui me tient en lien, qui me tient encore à ma génération précédente. Ouais, ce carcan famille-travail. Il n'y a pas à le casser, il y a à le reconnaître. Je peux me libérer de quelque chose quand je suis arrivée au plus profond de moi à honorer. Maintenant, ici, évidemment, je n'ai pas toute votre histoire familiale. Mais si je n'arrive pas à quitter le nid, parce qu'il y a l'air d'avoir un peu de ça par obligation professionnelle, c'est malgré tout peut-être qu'est-ce que je n'arrive pas à honorer ou à respecter au plus profond de moi, de ce qui appartient à mes ancêtres, qui va me permettre d'aller de l'avant. Oui, effectivement. Il y a toujours en fait au centre, il y a toujours la raison de l'argent qui revient toujours au centre. De toutes les manières, donc que ce soit vraiment au cœur de la famille, en relation interne, familiale et plus avec le travail, il y a toujours ce fil conducteur qui nous tient et qui nous lie. Et finalement, on se dirait bien du jour au lendemain, je plaque tout, je deviens pauvre, je me détache de tout, je deviens libre. Mais c'est pas évident, effectivement. On ne sait pas devenir libre en plaquant tout. Donc on peut s'éloigner en cas où on a une famille toxique, etc. et avoir fait son deuil de la famille toxique. Ici, je n'entends pas trop que la famille est toxique, j'entends nous avons un lien à l'argent. Donc c'est peut-être dénouer, c'est ça qu'il faudra faire. Ok. Merci pour les infos. Je vous en prie, il faut nous écouter tous les jours. Tous les jours, on donne des infos supplémentaires. Et justement, je voudrais rebondir sur ce que vous venez de dire. Betty, on ne devient pas libre en plaquant tout. Non. Voilà ce que vous venez de dire. Je suis en train de préparer mes thèmes pour la semaine prochaine. Lundi, c'est Antoine Féliciadis qui reviendra avec son livre, avec l'un de ses livres. Je suis en train de tous les lire. Donc voilà, j'espère, Antoine, si tu nous écoutes, il faudra encore en écrire parce que là, je suis en train de lire L'homme qui voulait changer sa vie. Et le sujet qu'on va développer lundi, c'est de dire que il suffit pas de vouloir plaquer tout pour être libre. C'est vraiment le message
du livre. Je suis en train de le lire vraiment avec grand intérêt. C'est un superbe livre. Il ne s'agit pas de plaquer tout pour être libre. Il ne s'agit pas, et dit Antoine, de changer de pays, de changer de famille, de changer de pour être heureux. Il y en a qui changent de voiture, ils ne sont pas plus heureux pour ça. Enfin, je veux dire, non, il faut pas trouver quelle est la croyance limitante que j'ai à l'intérieur de moi. Oui. C'est ouvrir ses croyances. Oui. Et il disait aussi, il suffit pas d'aller au soleil non plus pour décompresser. Pour être bien. Voilà, pour être bien, on sait être très heureux dans un pays où il pleut tous les jours. Voilà. Ça, c'est le message d'Antoine qu'il nous divulguera donc ce lundi avec son livre L'homme qui voulait changer sa vie. 070 23 33 23, SMS 30 63, si vous voulez vous aussi venir participer à la discussion qu'on mène à bâton rompu depuis 14h sur le transgénérationnel. Avez-vous déjà entendu parler du transgénérationnel, cette forme de transmission familiale sur plusieurs générations, parfois lointaines, donc qui ne se connaissent pas, d'une tâche inachevée? À l'aide de vos témoignages, nous vous donnons ce lundi des exemples, des situations concrètes pour vous éclairer à ce sujet. Si vous avez aussi si vous voulez prendre part à la conversation, votre témoignage à y apporter, 070 23 33 23, SMS 30 63, c'est Martine qui attend pour témoigner juste après ceci. La vie du bon côté, de 14h à 15h30 sur Vivacité. Et si nos aïeux et si nos ancêtres avaient des choses à nous apprendre sur notre vie d'aujourd'hui, réussir à identifier peut-être qui de nos aïeux parle à l'intérieur de nous, c'est prendre conscience de notre histoire pour la transformer en une autre qui nous ressemble plus encore, qui est vraiment celle que l'on vit aujourd'hui. 070 23 33 23, SMS 30 63, on parle du transgénérationnel aujourd'hui. Avec vous, Martine, bonjour. Bonjour. Et oui, on écoute et puis on est interpellé par ce qui est dit, Martine. Oui, mais en fait, donc ce que je vous ai envoyé comme message, c'est je vous dire chaque fois, depuis plusieurs générations, enfin les générations que je connais, chaque fois on aurait eu droit à de l'argent, on se les fait chouraver à chaque coup. Ma grand-mère était la plus jeune de toute une lignée. Quand les parents sont morts, elle et son petit frère, eh bien ils n'ont rien eu. Ce sont les aînés qui sont partis avec tout. Mon père ne recevait pas un franc de ses parents, tout était pour sa sœur. Moi, j'ai un parrain qui, je le reconnais, avait beaucoup d'argent. Il me fait rentrer dans sa société en me disant, voilà, il faut que ça revienne à la famille, c'est pour toi. Patacra qui rencontre une bonne femme qui se fait épouser, qui part avec tout le barda. Ma fille a un papa qui décède et qui ne lui laisse rien. Il oublie qu'il a une fille. Alors voilà, ça m'interpelle. Je me dis, bon, il y a un petit souci quelque part. L'histoire se répète. En tout cas, c'est intéressant parce que là, en effet, ça se répète déjà sur 2-3 générations. Donc, ce qui serait intéressant, c'est peut-être de regarder qui plus haut n'a pas payé sa dette et que moi, je suis toujours occupée de payer. Peut-être que quelqu'un a eu une dette vis-à-vis de quelqu'un d'autre ou qu'il s'est passé quelque chose, on va dire, de négatif ou de mal avec l'argent et que donc, je n'ai pas le droit d'avoir de l'argent. Ah oui, je n'avais pas pensé qu'il fallait peut-être remonter aussi loin. Je prenais vraiment les générations que je connais. Et puis, voilà. Oui, mais déjà, le fait de déshériter 2 enfants par rapport à 2 autres, après, les descendants de ceux qui ont été déshérités, peut-être qu'ils le font par loyauté à leurs parents. Voilà, vous n'avez pas eu droit à avoir de l'argent, nous non plus. Et puis ça continue et on valide chaque fois, oui, non, nous on n'a pas le droit d'avoir de l'argent dans la famille. Oui. Donc soit ça a démarré là, soit c'est déjà quelques générations avant où il y a eu comme ça, une répartition de l'argent qui n'a pas été juste. Oui. Vous dites ça, Betty, on attribue parfois un désordre amoureux, un problème d'argent, des difficultés professionnelles comme conséquence d'un mauvais schéma ou d'un manquement, d'une ignorance, d'un secret, d'une blessure non digérée ou d'une loi provenant de nos ancêtres. Oui, tout à fait. C'est dramatique parfois, mais en effet, on dépend de quelque chose qui s'est passé plus haut dans l'arbre et qui a créé une situation déséquilibré. Et chaque système dans la nature, que ce soit le système familial ou n'importe quel autre système, cherche à se rééquilibrer.
et il trouve sa propre solution qui n'est pas toujours la solution qui est la meilleure pour tout le monde. Et ce qui est important, c'est de remettre une solution qui est bonne pour tous. C'est la réflexion qu'on mène aujourd'hui jusqu'à 15h30. 30-63 pour vos témoignages. Jusqu'à 15h30 sur Vivacité, la vie du bon côté avec Sylvie Honoré. Avec Betty de Smecht, votre site internet Betty figure en bonne position, en lieu et place, un des derniers commentaires que nous ayons posté sur la page Facebook de l'émission. Donc pour ceux et celles qui voudraient aller cliquer sur ce site êtreessence.be, comme ça ils auront votre photo en plus, puisque vous apparaissez resplendissante sur la photo, sur la page Facebook. Si on parle de vous, c'est évidemment parce que beaucoup de personnes se disent oui, mais que faire évidemment. Je lis une question qui vous est adressée. Sylvie, quand tout le monde est mort, quand il n'y a plus personne pour nous raconter ce qui s'est passé, de plus ma fille de 11 ans est agressive, est-ce que c'est lié au décès de ma sœur qui m'a perturbée fortement durant ma grossesse? Enfin, je me pose beaucoup de questions par rapport à ça, mais que faire pour aller chercher dans les secrets de famille quand plus personne n'est là, Betty? Ça, c'est une question qui revient, évidemment, je l'ai vu à plusieurs reprises. Qui revient régulièrement. Quand on n'a plus d'ancêtres, je vais dire par exemple, moi du côté de ma maman, tout le monde est décédé. Alors qu'est-ce que j'ai fait pour avoir quand même l'information? Je suis allée à la commune rechercher les actes de naissance, les actes de décès, les actes de mariage. Et là, parfois, aux surprises, il y a des commentaires qui sont indiqués sur les actes. Par exemple, pour mon arrière-grand-père, j'ai lu que au mariage de ma grand-mère, il n'avait pas pu signer parce que il avait perdu ses mains. Et donc j'ai recherché dans l'histoire. Tiens, j'ai un arrière-grand-père qui n'a plus de mains. Donc là, par chance, j'ai pu interroger mon père, qui était quand même un peu au courant de l'histoire et qui m'a dit oui, il a eu les mains dynamitées dans son boulot. Et si je regarde l'ensemble de l'histoire familiale par rapport à cet arrière-grand-père, j'ai moi une sœur qui, à un moment donné dans sa vie, a été spécialiste en soins de plaies. Et là, si on regarde ça, après, bon, pour elle, c'est une vocation d'être infirmière, etc. Mais si on regarde ça, c'est une manière de réparer le système. Donc, rechercher de l'information, parfois, l'information dont on a besoin est justement sur un acte de naissance, un acte de décès, un acte de mariage. Et on est très surpris, ou alors parfois demander à un voisin, une voisine, quelqu'un dans le village qui a connu, et on peut être surpris d'entendre que quand même l'histoire est encore là quelque part. D'accord. Où il y a bien sûr les constellations familiales, la psychogénéalogie. Oui. Voilà, que vous faites les constelles peuvent nous révéler quelque chose, mais elles ne vont pas. Moi, en tout cas en constellation, je ne donne jamais une interprétation. On peut dire il s'est passé un événement qui peut ressembler à ça. Mais on ne va pas le nommer puisqu'on ne sait pas ce qui s'est réellement passé. Pour faire attention aux interprétations, de ne pas dire tiens il y a eu de l'inceste, il y a eu parce qu'il y a parfois des gens qui vont alors se réapproprier une histoire qui n'est pas la bonne, qui n'est pas la leur non plus, et qui n'est pas la leur. Oui. Je lis des messages, je viens de vous les lire et c'est vrai qu'on a ces mots-là en bouche. Betty, c'est que l'histoire se répète. Ariane nous écrit 3 générations de femmes élevées par des mamans adoptives suite au décès de la maman et abandonnées par les papas. J'élève, moi aujourd'hui, la nièce de mon mari suite au décès de sa maman. Donc c'est signé Ariane. Ça, c'est en effet quand l'histoire se répète et parfois, je vais bien dire parfois parce qu'il faudrait aller voir un peu plus en profondeur, c'est quand il y a eu un deuil qui n'a pas été fait. La première maman qui est décédée, peut-être que ça n'a pas su être digéré par l'enfant. Et alors, on reste de génération en génération avec ce schéma familial. Parce que si on perd sa maman quand on a 2 ans, 3 ans, ou peut-être même avant 10 ans, il y a quelque chose où c'est beaucoup trop dur. À 3 ans, on est incapable de terminer le processus de deuil. Et donc, on va répéter cette mémoire-là qu'on engramme en soi. Autre message, moi je faisais de la boxe quand mon grand-père était vivant, puis j'ai arrêté, maintenant qu'il est décédé, c'est comme si quelque chose me forçait à recommencer. Sans oublier que lui avant en faisait, qu'il adorait ce sport, donc je me dis que c'est peut-être lui qui m'a transmis son savoir-faire. Ou Aline nous écrit, ma maman est née à Ypres, petite elle a déménagé car son papa était muté à Verviers, ils y sont restés. Ma tante a épousé un Moucronois qui habitait à Liège avec ses parents, et moi lors d'un voyage au ski, j'ai rencontré mon mari originaire de Moucron, où je vis désormais.
jamais. J'ai l'impression que l'histoire se répète, dit Aline. Mais là, l'histoire se répète, mais c'est quand même très positif. Oui. Il y a aussi des répétitions qui se passent et qui sont porteuses. C'est autre chose. Michel, bonjour. Oui, bonjour. Vous avez fait une approche kinésio, constellation familiale. C'est ça. Bon, je suis d'une fratrie où malheureusement il y a eu des filles et entre ma sœur aînée et en dessous, il y a un petit frère qui est mort. Et la kinésio m'a permis de me rendre compte que ce deuil que maman portait avait été remis sur moi. Donc j'ai poussé plus loin et j'ai fait de la constellation familiale parce que ça se passe mal avec la fratrie. Et je trouve que c'est fort important, avec la dame qu'on a entendue tout à l'heure, de pouvoir essayer de voir clair pour ne pas que ça se reproduise pour nos enfants. Donc c'est un moteur pour moi qui est libérateur pour les générations suivantes, quoi. Ah, ça, tout à fait. Tout ce qui est déjà, on va dire, travaillé par une génération et digéré ne va plus être retransmis aux générations qui suivent. Et parfois, on se rend même compte que le fait d'avoir soit travaillé libère déjà directement le système familial. Actuellement, on vit dans une société où il y a beaucoup plus de jalousie, comme la dame disait, au niveau matériel. Ça permet à nos enfants de se libérer justement de ce poids qu'ils n'ont pas à avoir étant jeunes, quoi. Voilà. Après, c'est pas qu'on ait à avoir ou pas, c'est que ça se passe. Peut-on casser ce système transgénérationnel ? Ça, c'est une question qui revient aussi. Yolande l'écrit. Comment déprogrammer cet héritage qui nous parasite ? En le travaillant, en travaillant, peu importe l'outil, soit la psychogénéalogie, soit les constellations. Il y a en effet la kinésio, le FT. Il y a quand même pas mal de méthodes aujourd'hui qui permettent de travailler ça. Et ce qui est important à savoir, c'est qu'il y a un alignement à avoir. Il y a le plan du mental, souvent on met du sens, mais il y a le plan qu'on va appeler émotionnel. Et moi, je vais rajouter un plan que j'appelle le physique. Quand je peux être libérée dans le corps aussi de ça et sentir que là, je me sens plus léger, souvent alors, voilà, c'est dissous. Et je peux repartir autrement dans la vie. C'est à Woluwe que vous faites des séances de constellation. Oui. Hein, moi, je travaille, en tout cas en individuel, je travaille à Woluwe. Et en groupe, là maintenant, j'ai loué une salle à Scarbeck, donc près du rond-point Mézère. Et là, voilà, la prochaine journée de constellation de groupe, c'est le 24 mars. Ouais. Voilà, pour info. Et alors, je vais faire aussi un séminaire en résidentiel, donc pour tous les gens qui seraient intéressés. Et ça va se passer à Fès, au Maroc. Donc là, on peut travailler, en même temps profiter de la détente, du soleil. Il y a un peu moins de neige. Voilà. Et c'est un cadre privilégié. Ah oui. 070 23 33 23, SMS 30 63. Et si vous voulez donc avoir des renseignements sur qui est Betty, mais surtout ce qu'elle fait et la prochaine séance en grand groupe. En grand groupe, c'est le 24 mars. Familial, c'est le 24 mars. Tout ça se trouve sur son site internet êtreessence.be. C'est en ligne sur la page Facebook de l'émission sur laquelle vous pouvez ajouter votre commentaire. Cliquez sur j'aime au passage. Vous êtes 7086 à l'avoir fait. Je vous lis Betty de Smecht, un message qui nous est arrivé au 3063, écrit par Geneviève de Serein. Geneviève écrit: j'ai été élevée par mon arrière-grand-mère à qui je ressemble beaucoup. Mon deuxième fils, qui a aussi plus ou moins le même caractère, est né exactement 100 ans, jour pour jour, après elle. Ça, c'est magnifique parce que c'est aussi un cadeau que je fais à cet ancêtre. Si j'ai vraiment aimé cet ancêtre et que mon fils naît à la même date d'anniversaire, je transmets à travers ça tout l'amour que j'avais pour cette personne. D'accord. Donc ça, c'est une transmission positive. Ouais, ça peut parler. Un autre message: j'ai 3 fils. Le premier est né le jour de ma fête, le second le même jour que ma belle-mère, mon troisième le même jour que mon père. Est-ce qu'il y a tout... Là, je me poserais la question. Je me dirais, tiens, qu'est-ce qui fait que je donne chaque fois naissance en lien avec un autre membre de la famille? Parce que ça peut dire quelque chose de moi que je n'arrive pas à lâcher ou que j'ai un besoin
que tout reste bien dans la famille. Il faudrait voir un peu... Des questions à se poser par rapport à ça. Ariane de Sol-sur-Sambre nous écrit « Décès des mamans tout avant les 5 ans de l'enfant. Ma maman biologique s'est suicidée quand j'avais 9 mois. Donc effectivement, deuil mal digéré pour ma part. Comme vous en parliez, Betty, ma propre fille, me dit souvent qu'on a cassé le mauvais œil vu que je suis toujours là. » Voilà, c'est signé Ariane de Sol-sur-Sambre. Et puis Marie de Bruxelles dit « Qu'en est-il des conflits qui perdurent de génération en génération ? C'est véritablement l'histoire qui se rejoue avec des acteurs différents. Oui, mais comment s'en sortir ? Je suis en train de vous écouter, dit Marie. Bah ouais. Oui, c'est vrai. Dans ce cas-là, quelque part, c'est aller rechercher la source ou en tout cas faire un pas derrière, pouvoir regarder, voilà, ça se passe. Je me suis identifiée ou notre système familial s'est identifié à ce processus. Et de dire maintenant c'est fini. Maintenant évidemment ce n'est pas en prononçant simplement ces phrases, il y a tout un travail derrière, mais déjà prendre conscience qu'on est ensemble identifiés à un même problème permet de sortir de quelque chose. 3063, si vous voulez ajouter votre témoignage à aux témoignages nombreux déjà apportés, ou poster un commentaire sur la page Facebook La Vie du Bon Côté, bienvenue. La vie du bon côté sur Vivacité. Avec Betty de Smect, vous pourrez toujours réécouter l'émission en cours, si vous la prenez en cours, bien entendu, puisque dans une demi-heure, 3/4 d'heure, elle sera postée sur l'onglet podcast du site vivacité.be, donc vous pourrez bien entendu la réécouter quand bon vous semble. Betty, votre site internet êtreessence.be est en ligne sur la page Facebook. Ça, c'est une chose. Je viens de vous lire hors antenne un message qui parle d'adoption. Coucou Sylvie, ma fille adoptive porte le même prénom que ma grand-mère maternelle. Est-ce un signe, oui ou non ? Vous m'avez dit, il faut dire un petit mot sur l'adoption. Oui. Il y a à faire attention par rapport à l'adoption, parce que dans l'adoption, l'enfant, il porte les mémoires toujours de son système biologique. Ce qu'il va prendre de son système adoptif, c'est la culture, admettons, voilà, j'adopte un enfant qui vient d'Inde. Je vais lui apprendre la culture belge, je vais lui apprendre mes croyances, mais une partie des mémoires viennent toujours de son système biologique. Et donc, il peut avoir des comportements qui sont inexplicables et pour lui et pour les parents adoptifs, parce qu'ils estiment avoir eu une éducation la mieux possible, parce qu'ils portent quelque chose qui ne vient pas du système dans lequel il grandit. Ouais, d'accord. Anissa, bonjour. Oui, bonjour. Vous voudriez témoigner de votre grand-mère, Anissa, qui s'est suicidée enceinte en 1930. Oui. En fait, c'est une longue histoire. C'est que moi-même, en 88, j'ai failli faire la même chose. Sans savoir que vous étiez enceinte ? Sans savoir. Ouais. Non, j'étais enceinte. Vous saviez. Mais j'ai failli me suicider. Voilà, enceinte. Et j'ai appris ça en 2000. En fait, histoire de la grand-mère, voilà. Je vais dire ce qui est positif dans l'histoire, c'est que finalement, elle ne s'est pas répétée. C'est que je ne sais pas pour quelle raison. J'ai eu la chance de tomber justement sur entre guillemets, un gynécologue qui était psychologue et psychiatre, et je lui ai expliqué ma situation. Et il m'a aidé par rapport à ça. Et je l'ai su seulement après, moi, cette histoire, justement en 2000. Et j'ai trouvé ça tellement incroyable que je me dis que les secrets de famille, c'est fameusement pesant, sans qu'on s'en rende compte, quoi. Oui, bien sûr. Voilà. Et alors, je voulais expliquer aussi que j'avais fait une constellation systémique familiale il y a aussi un petit peu avant de le savoir, cette histoire, pour autre chose. J'ai développé un psoriasis sur les mains que j'ai gardé pendant 5 ans. En fait, j'ai été à cette constellation familiale sans savoir vraiment ce que c'était. Oui. J'ai joué le rôle de mon amie qui avait un peu le même problème par rapport à son père. On va dire pas, c'était pas le même problème tous les deux par rapport au père. Mais j'ai eu très mal à la tête quand j'ai dû faire son rôle. Et ce monsieur qui faisait les constellations familiales, j'ai pas su, bien entendu, faire mon tour. Je l'ai fait une semaine après. Et quand j'ai voulu le faire, j'ai attrapé une migraine atroce que j'ai gardée pendant une semaine. Et pour finir, ce monsieur m'a aidé aussi en faisant tout seul, parce qu'on faisait ça en groupe.
Oui, on peut le faire en individuel ou on peut le faire en groupe. Il l'a fait en individuel, mais c'était la première fois qu'il le faisait en individuel. Et je dois dire que quand j'ai vu ce qu'il m'expliquait par rapport à mes grands-parents et ainsi de suite, ce qu'il m'a dit, des choses que j'avais juste eu des petites bribes comme ça de leur vie. J'étais très étonnée parce que moi je n'ai rien raconté à ce monsieur et il m'a dit des choses sur les grands-parents, vraiment de ce qui s'est passé dans leur vie, je veux dire, à l'époque, par rapport à ce que je savais, le peu de ce que je savais. Je n'en croyais pas mes oreilles et mes yeux, quoi, parce que... Et ce qu'il faut savoir, c'est que le psoriasis, c'est justement le symptôme de cette séparation. C'est un symptôme de séparation. Donc, si vous l'avez eu pendant 5 ans, ça peut être soit le corps qui a réparé cette blessure au plus profond, soit en tout cas, ça a été une manifestation à un moment donné de cette douleur de séparation. Merci Anissa pour votre témoignage sur antenne. Je vois encore beaucoup de témoignages sur la page Facebook. Allez les voir si vous êtes interpellés par le sujet. Comme ça, vous pourrez peut-être vous répondre les uns les autres sur la page La Vie du Bon Côté. 070 23 33 23, SMS 30 63 si vous voulez intervenir. Juste après George Harrison, dernier témoignage peut-être juste après ça. On parle de psychogénéalogie, on parle de transgénérationnel, de constellation familiale. Tout ça a été évoqué en émission. Je vous lis, Betty, le témoignage de Linda de Mons, parce que je pense que vous voulez réagir par rapport à ça. Linda nous dit: je suis en train de changer le mauvais karma de la famille en demandant pardon des erreurs de mes ancêtres. Oui, par rapport à demander pardon pour les autres, pour moi, c'est se mettre dans une attitude de toute puissance et il faut faire très attention à ça. Si quelqu'un a commis une erreur dans mon système, je vais dire par exemple, mon arrière-grand-père a tué mon arrière-grand-mère, je ne sais pas demander pardon à la place de mon arrière-grand-père. Ce fait a eu lieu et après, je ne peux que trouver un moyen d'accepter ce qu'on va appeler l'inacceptable. Un homme a tué une femme dans notre système familial, mais demander pardon, c'est se mettre au-dessus et au-dessus des lois, et c'est pas possible ça. Je peux juste m'incliner et me mettre toute petite face à mes ancêtres. Chacun de mes ancêtres a fait du mieux qu'il pouvait avec son vécu, les croyances qu'il avait. Voilà, pourquoi il a commis cet acte ou pas, je n'en sais rien, mais je ne peux que, je vais dire, m'incliner, accepter, mais je peux pas pardonner à la place. Voilà le dernier témoignage que je voulais vous lire. Donc, constellation familiale, il y en avait évidemment un petit peu partout en Belgique. Si, parce que vous avez entendu Betty aujourd'hui, vous voulez participer à une séance en groupe, c'est toujours plus facile, bien entendu. C'est différent. Je pense qu'on peut être représentant. Oui, représentant. Ou regarder avant de s'impliquer complètement, quoi, pour ne pas faire peur. On peut venir comme ce qu'on appelle comme client ou personne qui a une demande, et on peut venir comme représentant. Et quand on est représentant, on est au service des constellations des autres, ce qui nous permet de travailler aussi sur nous, mais de manière indirecte. Voilà. Et de se familiariser avec l'outil. Merci Betty, merci beaucoup. Merci Sylvie. Être-essence.be, c'est sur la page Facebook. Vous pouvez réécouter l'émission comme bon vous semble sur le site de vivacité.be. Ne bougez pas. Allez, retour s'installe. Retrouvez tous vos programmes sur www.vivacité.be.